La victoire de Trump, l'implication pour l'Europe et le conflit en Ukraine. Après avoir analysé la politique du président Trump pour le continent africain, nous allons analyser les conséquences possibles de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pour le retour, je suis accompagné de notre consultant maison, Monsieur Etoga. Monsieur Etoga, bonsoir. Bonsoir et merci une fois de plus de la confiance que vous mettez en ma modeste personne. C'est tout un plaisir que de venir partager une fois encore avec vous sur l'ensemble des thématiques qui chamboulent notre quotidien, j'ai envie de dire. Et au passage, bon retour parmi nous. Bon retour, je salue aussi les confrères de Vision 4 à qui j'ai rendu visite. Monsieur Toba, comment l'élection pourrait-elle impacter les relations entre les États-Unis et l'Europe, donc l'élection de Donald Trump? Déjà, le discours que les analystes européens ont eu à tenir à l'endroit du président Donald Trump ne peuvent aucunement aplanir les relations qui devraient exister entre les États-Unis ou alors ce nouveau président des États-Unis et l'establishment de l'Union européenne. Vous pouvez admirer cela au regard de la poignée de main qu'il a entretenue avec le président français, j'ai nommé ici Emmanuel Macron. Au-delà de ça, vous observerez, sans toutefois être démagogue, que le président Donald Trump, dans sa posture, est quelque peu revanchard à l'idée, ce faisant, il est passé par des mécanismes judiciaires qui ont essayé de Mhm, l'écarter de cette nouvelle présidence-là. Et naturellement, au niveau de l'establishment occidental ou alors européen, tout pour dire simplement, ils ont tenu un discours qui tendait à construire une perception, j'ai envie de dire ici, négative à mhm. l'endroit du président Donald Trump. C'est-à-dire quoi? Que celui-là, il ne respecte pas les principes démocratiques, il n'est aucunement un démocrate. Par conséquent, il ne peut aucunement briguer à la présidence américaine. Et fort de ce discours-là, les relations entre ces deux entités, les relations bilatérales entre ces deux structures ou alors ces deux organisations, j'ai nommé ici les États-Unis et l'Union européenne, ou alors l'ensemble des États de l'Union européenne ne peuvent qu'être froides. Froides pour la simple et bonne raison ils sont un peu déboussolés quant au résultat qui s'est tenu, au résultat qu'a obtenu, j'ai envie de dire, Donald Trump aux dernières élections aux États-Unis. De plus, est-ce que la vision protectionniste et son pessimisme envers les institutions multilatérales pourrait compliquer les relations économiques et diplomatiques entre les deux continents? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez que le discours occidental, c'est la fin du protectionnisme des États. Ils sont dans le capitalisme global, sans frontières, j'ai envie de dire. Et vous avez les institutions qu'ils ont mis en place, TAFCA, je pense, le commerce transatlantique, Mhm, ce contrat-là. Oh, le discours que Donald Trump vient avec, c'est un discours qui, euh, à mon sens, est protectionniste, comme vous le dites, parce que son slogan Make America Great Again à son premier mandat, et il revient avec, j'ai envie de dire, il a récidivé avec ce slogan qui, à mon sens, essaye de remettre l'Amérique sur les bons rails, selon lui. Et donc, ce discours ne croise pas véritablement les idées ou alors les idéaux que se fixent les pays de l'Union européenne qui sont dans un capitalisme appauvrissant pour la population. Or, Donald Trump ici voit en sa méthode un protectionnisme qui garantit, n'est-ce pas, l'éveil du citoyen américain, l'éveil des entreprises américaines pour les hisser au niveau optimale en termes de mhm. concurrence avec les puissances telles que la Chine, la Russie et j'en passe. Faut-il encore rappeler ici que l'Europe peine à hisser, n'est-ce pas, les structures euh, capitalistes, j'ai envie de dire, pour compétir avec les entreprises soit américaines, soit chinoises, soit russes.
vous avez souvenance que eux, dans les think tanks européens, eux-mêmes se plaignent déjà que l'Europe n'a pas mis en place une structure qui aiderait ces entreprises-là à Mhm. côtoyer ou alors à tutoyer, n'est-ce pas, les entreprises qui viendraient Mhm. des Amériques ou alors de la Russie ou de la Chine. Ils sont à la ramasse. Mhm. Il y a des critiques qui parlent de Internet, du moins l'ensemble de la force vive des entreprises Oui, européennes oui. qui sont, n'est-ce pas, basées sur la fibre optique, ainsi de suite, les structures telles que les GAFAM. Il n'y a aucune entreprise européenne à l'intérieur et donc ils sont à la ramasse à ce niveau-là. Et ils aimeraient bien tutoyer, c'est pourquoi ils développent des circuits parallèles pour, n'est-ce pas, essayer de rivaliser au mieux avec les structures qui viennent des États-Unis. Et donc, naturellement, les États-Unis et l'Europe, il y a des frictions. Le protectionnisme grandissant avec l'avènement de Donald Trump au pouvoir ne va Mhm. que confirmer, n'est-ce pas, la volonté de Donald Trump à donner une nouvelle image aux Amériques. Concernant le conflit en Ukraine, que peut-on attendre de la politique de Trump? De ce que je lis, n'est-ce pas, sur l'ensemble des recherches que je mène sur cette thématique-là, aux dernières nouvelles, le président Donald Trump nous fait savoir que il ne voit pas, n'est-ce pas, les missiles américains être lancés sur le territoire russe, ce qui plonge, n'est-ce pas, la posture américaine face dans ce conflit-là, dans un Mhm. antagonisme au regard de son prédécesseur qui était tambour battant pour, n'est-ce pas, l'octroi aux Ukrainiens de ces missiles pour, n'est-ce pas, longue portée, j'entends, pour, n'est-ce pas, bombarder les territoires russes. Ici, Donald Trump vient dans une stratégie d'accalmie, Mhm. d'apaisement, à mon sens, qui aiderait peut-être à la longue à retrouver, n'est-ce pas, ce climat qu'on a perdu à la dernière rencontre entre la partie ukrainienne et la partie russe, naturellement en Turquie, à Mhm. savoir qu'à cette négociation-là, les Amériques, moins de Joe Biden, a tout fait pour que le conflit ne trouve pas une paix certaine ou alors une paix dans le temps qui se voudrait durable. Mhm. Et donc, Donald Trump, par cette posture-là, lance un signal fort au niveau de l'Ukraine, au niveau de la Russie. Est-ce que ce message qu'il essaye de transmettre Mhm. à ces deux protagonistes-là va en trouver bonne oreille pour, n'est-ce pas, aider à ce que les Ukrainiens d'en bas, comme votre confrère aime souvent à dire, les citoyens d'en bas, pour ne pas copier Aristide Monod, le docteur Mhm. Aristide Monod, qui parle des citoyens d'en bas, pour que les citoyens d'en bas ukrainiens ne souffrent pas de cette guerre fratricide, de cette guerre meurtrière, de cette Mhm. guerre qui ne fait que du tort à ceux qui n'ont pas du capital Mhm. et qui enrichit naturellement ceux qui ont la capacité à produire de la richesse, Mhm. c'est-à-dire ceux qui ne cherchent qu'à faire du profit. Et la guerre devient ici un élément de construction de sa fortune, de construction de sa richesse. Et c'est pourquoi Mhm. je pense que Donald Trump, en bon magnat de l'économie, en bon magnat de l'immobilier, il comprend ces enjeux-là et lui, par sa posture d'humaniste, aimerait voir l'humanité loin de la guerre. Et il estime que les Amériques ne doivent plus s'ingérer dans les affaires des États au point où c'est eux qui diligentent, n'est-ce pas, les différents événements et Mhm. comment les choses doivent se faire. Et donc, cette posture-là montre que le protectionnisme économique que Mhm. voudrait mettre en place le président Donald Trump, sans toutefois perdre, n'est-ce pas, son aura internationale, Mhm. parce qu'il le construit au travers de ce protectionnisme-là qui garantit les intérêts américains sur l'étendue, sur la sphère internationale, Mhm. ne trouve solution que dans le vrai discours que pourraient tenir les États-Unis, quel que soit le conflit qui préexiste dans le monde. Vous voyez bien que sa posture dénote, n'est-ce pas, une, un affranchissement avec Mhm. la politique antérieure de son prédécesseur qui était pour lui Mhm. un lieu où il fallait expérimenter les armes américaines. Ici, Donald Trump vient nous rappeler que nous sommes des humains et il faille préserver la vie
Et je pense que c'est dans ce sens qu'il essaye de dire que les missiles américains ne doivent pas aller sur le territoire ukrainien pour éviter cette escalade qui pourrait arriver si cela était utilisé à l'encontre des Russes. Est-ce que malgré la posture de Donald Trump, qui est finalement un homme de paix, est-ce que Poutine pourrait intensifier ses frappes? Avec l'évolution de la géopolitique au niveau international, c'est-à-dire le renversement de Bachar al-Assad, aujourd'hui, on est en droit de s'interroger sur la, la non-riposte de la Russie quant à la protection annoncée de Bachar al-Assad par la Fédération de Russie. Vous voyez ici que cette posture-là, si on doit jouer sur un échiquier, on va se rendre compte que la Russie était quelque peu fragilisée dans ses positionnements, dans son positionnement stratégique, quant à préserver son intérêt plutôt vital au niveau de l'Ukraine, ou alors à préserver la vie d'un seul individu qui est honni sur son territoire, non pas dans la totalité, mais au sein même déjà de l'appareil qui doit sécuriser, n'est-ce pas, le territoire syrien, il a été honni. C'est-à-dire que les militaires syriens ont fait allégeance à ces djihadistes qu'on pourrait qualifier ainsi pour renverser ce président qui a fait, selon les analystes occidentaux, 50 ans au pouvoir. On reviendra en profondeur sur cette question. Vous voyez ici que la Russie, à ce moment, était en ballottage. Que faire? Préserver la vie, l'unité du pays en sauvegardant, en envoyant des militaires sur le terrain, et comment serait sa position au niveau de l'Ukraine? Est-ce que, par exemple, les Ukrainiens ont envoyé des conseillers et des drones sur le territoire pour renforcer, n'est-ce pas, la stratégie de déstabilisation de Bachar al-Assad, simplement. Et donc, vous voyez ici que l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Et donc, l'Ukraine, sachant que Bachar al-Assad est l'ami des Russes, et il faut fragiliser, n'est-ce pas, les relations que la Russie entretient avec les pays du Moyen-Orient, passant par la Russie, vous voyez ici que l'Ukraine s'est vite emportée en allant apporter un secours militaire à des djihadistes qui sont aujourd'hui larvés de tout acte terroriste sur la scène internationale par les médias mainstream qui jubilent victoire, qui crient, n'est-ce pas, que la démocratie aujourd'hui est l'avènement d'un terroriste au pouvoir. Et donc, on ne peut que conclure que la Russie a peut-être joué sa bonne carte, c'est-à-dire se rétracter, garder ses distances face à ce qui se passe sur la scène internationale et donner une fois de plus des éléments de lecture à la scène internationale pour dire que le discours que tient la communauté internationale pour, n'est-ce pas, nous plonger dans une démocratie tambour battant, ne rencontre pas les actions que nous posons dans les faits. Et donc, pour dire simplement que la Russie donne encore un élément de lecture à la jeunesse africaine, à la jeunesse du Moyen-Orient, qui voudrait bien comprendre les enjeux stratégiques de cette situation géopolitique que nous vivons. La réélection de Trump pourrait-elle diviser davantage l'Europe? Elle l'a déjà divisé. L'image Trump est divisante. L'image Trump envoie une perception, pour certains, de sauveur, pour d'autres, de destructeur. À mon sens, au regard des événements du Capitole, où cela constate, n'est-ce pas, la sortie de Donald Trump dans la sphère des dirigeants démocratiquement élus, à savoir qu'il a rejeté, n'est-ce pas, l'élection de Biden. L'élection qui a consacré l'avènement de Joe Biden. Et donc, pour le pendant, c'était les événements du Capitole, l'emblème même de la démocratie américaine. Et vous voyez ici que le renvoi que cela donne à l'imaginaire des Européens, j'ai envie de dire de ceux qui pensent, n'est-ce pas, ces questions-là, c'est que Donald Trump est divisant, Donald Trump est clivant. L'image
qui nous renvoie est tout simplement un président qui, soit vous êtes avec lui parce que vous adoptez son idéologie, c'est-à-dire celui qui n'aime pas la démocratie, ça c'est selon le discours des think tanks européens qui considèrent que Donald Trump n'est pas un démocrate, celui-là qui n'aime pas la démocratie, celui-là qui est loin des questions de démocratie, mais plutôt dans une dictature huilée, apaisée, dans une dictature qui, à mon sens, détruit les acquis en termes de démocratie, en termes de valeurs, de tolérance, de respect des droits de l'homme, de respect de vote du citoyen, de respect de la parole du citoyen. Est-ce qu'il n'est pas plutôt pragmatique? Le pragmatisme est quelque chose, est un élément, est une donnée que vous introduisez dans la question démocratique. Faut-il être pragmatique pour être démocrate ou il ne faut pas être pour polisser son discours, il faut l'enjoliver tel qu'on le fait dans le continent européen pour être considéré comme démocrate. Mais au regard de la posture du président russe et naturellement du président Trump, vous voyez, les deux ont quelque chose de commun, c'est-à-dire ce pragmatisme-là, cette analyse froide de la situation, une prise de décision éclairée. Vous avez souvenance que quand on avait fait un comparatif de candidats à cette élection américaine, parlant de Kamala, non pas Kamala Harris, c'est Kamala Harris. Kamala Harris, c'est Donald Trump. On a fait savoir que Donald Trump est dans une posture pragmatique. Oui, il voudrait voir, n'est-ce pas, les relations internationales fondées sur un pragmatisme états-unien. C'est-à-dire, lui, là, cette appartenance-là à l'émergence d'une Amérique, c'est à nous aussi d'avoir notre pragmatisme africain, notre pragmatisme russe. Et donc, cette convergence de pragmatisme-là doit donner quelque chose de fondamental pour l'émergence d'un monde qui se veut nouveau, c'est-à-dire multipolaire, et j'en passe, ça c'est au sens russe de ce pragmatisme. Mais maintenant, arrivé au pouvoir, il continue dans cette posture pragmatique qui ne rencontre pas véritablement le discours que tiennent les analystes européens qui considèrent que Donald Trump ne comprend même pas l'enjeu présidentiel, ne comprend pas, n'est pas en mesure de diriger la grande Amérique, le rêve Amérique se vit sur le continent européen. Les Européens, ceux qui considèrent que la science est américanisante, considèrent les États-Unis comme étant l'apogée de la démocratie. Et donc, Donald Trump vient ici mettre en mal cette démocratie consacrée, n'est-ce pas, au niveau des Amériques. Et donc, Donald Trump, son image, elle est clivante. Soit on est pragmatique selon le discours trumpiste, soit on est dans la négation de la démocratie pour être en déphasage avec les présidents de Donald Trump. Et là, on se considère comme En somme, quels sont les défis majeurs pour l'Europe face à cette situation? Le défi, à mon sens, il est double. Le premier que je vois ici, c'est les relations qui seront froides. Seront très très froides. Au regard, je prends encore cet exemple-là, la rencontre de Macron, du président français, et de Donald Trump à l'inauguration de la basilique. La basilique en France, Notre-Dame. Et donc, vous voyez que cette rencontre-là donne une lecture prospective sur l'ensemble des relations qui auront lieu entre les Amériques, du moins les États-Unis et le continent européen. Ceci pourquoi? Parce que la France est, à mon sens, un élément fondamental dans la structuration de l'organisation de l'Union européenne. À ce niveau-là, on constate que la froideur, la poignée de main avec une rudesse à nul autre pareil, et la posture, les grimaces, nous, en tant que spécialistes de la communication et du marketing, on analyse ces éléments-là pour donner une grille de lecture. Et donc, pris cela, on se rendra compte que c'est cette froideur-là qui se dégage dans les futures relations à la prise de pouvoir du président de la Nation. Va-t-il, et toutes les questions peuvent être posées, va-t-il sortir les États-Unis de l'OTAN et laisser, n'est-ce pas, l'Europe faire émerger une force en attente ou une force
de sécurisation de son territoire, parce qu'aujourd'hui, elle est basée essentiellement sur son appartenance à l'OTAN. Est-ce que l'avènement de Donald Trump ne fait pas renaître, n'est-ce pas, les, les rêves quelque peu enfouis par le passé, par son éviction du pouvoir, parce que à sa première accession au pouvoir, il avait posé un acte majeur. La sortie des États-Unis de l'accord de Paris pour la protection du climat. Revenu, sorti du pouvoir, Donald Trump entre, il remet les États-Unis dans cet accord-là. Donald Trump a-t-il changé de position par rapport à cet accord-là? Là est toute la question. Et cette rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron, ou en France, peut nous donner une grille de lecture pour dire que cet accord-là sera encore remis en question et les États-Unis, au regard de cette poignée froide, les États-Unis prendraient encore la décision de sortir de cet accord-là. Donc, ils ne sont plus partants pour la protection du climat et ce protectionnisme se confirme encore à ce niveau parce que l'entre-gens qui émane, n'est-ce pas, de ces accords-là, c'est le respect, la soumission, ainsi de suite. Or, Donald Trump est dans un protectionnisme hégémonisant, c'est-à-dire qu'il voit les États-Unis comme un hégémon, celui qui gouverne, n'est-ce pas, l'ensemble contrôle le monde. Contrôle le monde, justement, dans un unipolarisme. Et donc, les autres pays qui concourent à cette idéologie-là et j'entraîne dans cette analyse-là les pays de l'Europe qui sont en porte-à-faux avec cette idéologie qui est un peu concurrente à celle que défend Donald Trump et son parterre d'accompagnants. On voit ici la multipolarité qui émerge avec la position assumée et voulue de la Russie avec son dirigeant, le président Poutine. Et donc, pour embrayer naturellement et renforcer l'analyse en apportant des éléments nouveaux, pour confirmer cette dualité de position qui existe aujourd'hui dans le monde. L'unipolarité, la multipolarité. Cette question est consacrée aujourd'hui dans le conflit en Syrie, qui démontre que l'unipolarité veut continuer d'exister et de persister sur la gouvernance internationale. Rencontrer cette multipolarité qui se veut à la lecture, qui est la mienne d'ailleurs, c'est-à-dire que cette fragilité de cette multipolarité qui aimerait aussi donner un pendant, une riposte à cette multipolarité, à mon sens, elle est fragile, elle n'est pas franche, elle n'est pas voulue et acceptée par l'ensemble des pays qui se disent dans une idéologie multipolarisante. Et donc, la Russie tire ici un enseignement majeur au niveau de Est-ce que ce n'est pas inévitable? Est-ce que c'est évitable cette multipolarité? On ne va pas là vers une multipolarité certaine ou bien elle est combattue à... La multipolarité est certaine pour un esprit éclairé. Aujourd'hui, si vous restez dans un dogmatisme états-unien, vous allez rester dans une unipolarité, même dans les grilles d'analyse que vous allez pas mettre en place, sans toutefois. Et c'est eux qui nous enseignent, n'est-ce pas, l'éveil, culture de la pensée critique. Ici, dans l'unipolarité, vous êtes dans le dogmatisme états-unien, c'est-à-dire votre pensée critique, elle est critique dans le sens qu'elle est dans un paradigme qui est englué dans cette unipolarité. Dès que vous sortez de là, vous êtes considéré comme étant un paria, celui-là qu'il ne faut pas fréquenter, et donc et un élément hostile qui peut être catalogué de terroriste. Mais dès que vous rentrez à l'intérieur de ce paradigme unipolarisant, vous êtes lavé de tout soupçon de terrorisme. C'est ce qui, à mon sens, permet de dire ici que le renversement de Bachar al-Assad consacre quelque chose de fondamental dans la géopolitique internationale et de majeur à l'avenir des nations. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, les nations peuvent vous cataloguer. Le terrorisme, ça c'est ma réflexion bien sûr, le terrorisme aujourd'hui est un élément de conquête de pouvoir, est un élément d'accession au pouvoir, est un élément de torture des États, j'ai envie de dire, tout simplement. Aujourd'hui, on peut vous brandir comme étant un terroriste si vous n'appartenez pas à cette idéologie unipolarisante. On vous inscrit dans une liste de citoyens qui posent des actes visant à déstabiliser les États, visant
à commettre de meurtres, visant à terroriser les citoyens. Mais est-ce que vous sentez que c'est ce citoyen-là qu'on a au préalable catalogué de terroriste peut nous apporter quelque chose dans l'accomplissement d'un agenda que nous avons nous-mêmes défini et dont on lui assigne une mission pour consacrer notre unipolarité dans la gouvernance des affaires du monde. Et donc, il vient accomplir sa tâche et il passe de terroriste à démocrate. Un citoyen. Un citoyen démocrate, tout simplement. Et donc, c'est pourquoi la lecture que nous faisons et que tu permets avec ta chaîne ici me conforte à l'idée que nous sommes dans la construction de quelque chose de fondamental qui peut aujourd'hui ne pas trouver, n'est-ce pas, un assentiment auprès de la masse, mais à l'avenir, n'est-ce pas, ce discours-là va trouver satisfaction dans la mesure où la grille d'analyse qu'on pose aujourd'hui, à savoir que ce balancement qui permet de dire qu'aujourd'hui vous êtes terroriste et demain vous êtes citoyen lambda qui peut gouverner une nation et être accepté par la communauté internationale qui au préalable vous a catalogué de terroristes, faire les affaires que vous l'avez, faire les affaires que vous mettez dans le problème. Et donc le terrorisme, pour moi, devient aujourd'hui quelque chose de banal. Et maintenant, lutter contre le terrorisme, c'est lutter contre la communauté internationale. Faut-il, la question que je pose à l'ensemble de vos auditeurs, ou vos téléspectateurs, faut-il renforcer les liens entre la communauté internationale et les nations? Faut-il éviter la communauté internationale pour continuer à exister en toute multipolarité? Est-ce que Donald Trump mettra en application cette menace concernant les pays qui laisseront tomber le dollar pour une autre monnaie? Est-ce que cette menace est réaliste ou tout simplement Donald Trump veut stratégiquement remettre à jour l'hégémonie américaine sur la place mondiale? Par contre, le président Vladimir Poutine estime que cette menace risque au contraire de précipiter la chute du dollar. Vous savez, on vient de parler sur une notion qui, ma foi, est complexe et, à mon sens, est confortée par ce questionnement que vous apportez. Est-ce que nous devons continuer à traiter les questions de terrorisme en dehors des fabricateurs de ce terrorisme? Vous voyez ici, votre question me plonge de prime abord dans ce que je peux qualifier aujourd'hui et consacrer par des analystes antérieurs à moi de terrorisme économique. C'est-à-dire quoi? Le président américain, lui, sentant la menace arriver avec la multipolarité qui doit naturellement orienter les décisions étatiques de chaque pays et la non-adhésion de ces États-là à l'hégémonisme que confère le dollar aux États-Unis et l'application tout naturelle des monnaies nationales pour commercer avec l'ensemble des pays que nous devons commercer sur la scène internationale. Et donc, cette épée de Damoclès qui pèse, qu'il fait peser aujourd'hui sur la tête des pays qui considéreraient le dollar comme un élément de négation de l'indépendance des nations, se voit aujourd'hui mis au banc des accusés, c'est-à-dire d'États terroristes. Et Mohamed Doulani, qui aujourd'hui a accédé à Damas, qui a fait allégeance naturellement à l'État d'Israël et corrélativement à ça aux États-Unis, est aujourd'hui démocrate. C'est-à-dire quoi? Vous qui cherchez l'indépendance, non pas vers le chemin états-unien, vous êtes tout simplement mis sous embargo, c'est-à-dire terrorisme économique. Et naturellement, sa menace vaut son pesant d'or, parce que le dollar est encore la monnaie courante des pays qu'on pourrait qualifier en développement. Et ces pays-là auront-ils la toute indépendance de dire au président des États-Unis que son dollar ne peut aucunement garantir l'émergence économique de nos nations parce que nous sommes
voué à devenir indépendant, quelle que soit la méthode que nous allons choisir. La souveraineté que tout le monde Donc, recherche. la souveraineté que tout le monde recherche est niée par la position que le président Donald Trump tient, par cette menace du dollar, parce qu'il connaît que le système SWIFT n'est pas forcément préparé. Les métastases de cette décision-là, les États n'ont pas forcément préparé cela comme la Russie l'a préparé depuis 2014, au point où elle s'est fait front à cette décision-là. Si aujourd'hui on va à l'encontre du diktat, on se retrouve là dans le discours de la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Première Guerre mondiale, que l'Allemagne a considéré que les décisions du traité de Versailles sont comme un diktat, c'est-à-dire on impose l'application, la résolution du conflit, ou alors la responsabilité du conflit à l'Allemagne. Aujourd'hui, Donald Trump nous formule un diktat que soit vous utilisez le dollar, soit vous allez subir l'effet des Damoclès qui pèse sur votre tête, c'est-à-dire la fragilisation de vos économies. Si ce n'est pas du terrorisme, c'est quoi? Mais est-ce que ce n'est pas un diktat légitime parce qu'il défend les intérêts de sa nation, les États-Unis? C'est un diktat légitime qui devient illégitime dans la mesure où il vise à déstabiliser les États. Le protectionnisme des intérêts des États ne doit pas mettre en mal l'émergence des autres pays, des autres États, à mon sens. J'ai envie de dire que oui, il est dans son bon droit de faire valoir toute son autorité sur l'usage ou la non-usage du dollar. Mais sauf que nous avons aussi cette liberté de dire que nous voulons utiliser le rouble, nous voulons utiliser le yuan, nous voulons utiliser, nous voulons. Le franc CFA. Il ne doit pas nous empêcher de dire qu'on ne veut plus, par exemple, du franc CFA dans nos économies. Il ne doit pas nous empêcher de dire que le système monétaire à l'heure actuelle ne concourt pas à fabriquer des économies viables sur le continent africain. Il ne doit pas nous empêcher, dans la mesure où on essaye. C'est le financement du terrorisme par des mécanismes que nous connaissons tous, des ONG par-ci, des ONG par-là, des révolutions de couleurs qui nous sont proches, parce que là, on n'est pas très loin d'une révolution de couleurs. Au cas où vous avez essayé d'accepter, il ne s'adresse pas à la population, il s'adresse aux dirigeants. Le dirigeant qui accepterait de faire un partenariat multipolarisant va retrouver soit un citoyen qui va regrouper d'autres, qui est en appartenance au paradigme analytique de l'unipolarité. Et donc, on se retrouve avec cet antagonisme-là, un président qui voit la multipolarité, mais des citoyens qui voient l'unipolarité et qui vont naturellement essayer de le renverser. Et donc, on voyait ici que Donald Trump a compris les enjeux et il en abuse allègrement parce que ses prédécesseurs ont travaillé à fabriquer la conscience africaine, à concourir uniquement à la sauvegarde des intérêts des étrangers sur leur territoire. Pour dire simplement que Donald Trump n'est que la continuité de Barack Obama, de Joe Biden. Donc, ils vont continuer à utiliser les avantages que les prédécesseurs ont laissés sur leur chemin pour aménager leur gouvernement. Aujourd'hui, le dollar qui est menacé, il fait brandir, n'est-ce pas, ce terrorisme économique sur les États. Est-ce que le citoyen africain, aujourd'hui avec Africa Young Leaders que Barack Obama avait mis en place pour fabriquer le futur dirigeant africain, est-ce que Donald Trump ne compte pas sur ça pour la mise en application de son dictat? Là est toute la question. L'avenir nous le dira. Pour revenir à l'opération spéciale russe, est-ce que Vladimir Poutine a atteint ses objectifs qu'il s'était fixés en 2020? Jusqu'ici, on peut dire qu'il a atteint ses objectifs. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance au niveau international de l'existence du néonazisme en Ukraine. Et donc, on ne peut aucunement nier, si on est encore ici, de lutter contre le nazisme. C'est-à-dire, puisque les Occidentaux nous permettent aujourd'hui de se dire et de dire en même temps, dans la mesure où on peut avoir traité le nazi à Hitler, aujourd'hui on peut dire que Hitler n'était pas nazi. Parce que
les intérêts ne rencontrent plus ce que nous avons cherché. Aujourd'hui, on peut traiter, hier on a traité à Mohamed Djoulani, si je prononce bien son nom, de terroriste. Aujourd'hui, il est un démocrate qui sera reçu peut-être à l'Élysée, de terroriste modéré, comme Laurent Fabius avait dit. Donc, vous voyez ici que les armes de la terreur sont utilisées, soit pour conforter nos intérêts, soit pour fragiliser, n'est-ce pas, les positions de nos adversaires sur quelques champs de bataille que ce soit. Ici, Joulani Mohamed a été utilisé pour fragiliser l'Iran, a été utilisé pour fragiliser la Russie, a été utilisé pour fragiliser, n'est-ce pas, la percée fulgurante que la Russie a eu au sein du Moyen-Orient par sa diplomatie pragmatique, j'ai envie de dire. Et donc, Joulani, de terroriste à héros à Damas, de Damas, un héros qui aujourd'hui nous fait savoir qu'il est démocrate parce qu'il a fait allégeance à Israël, qui a déjà empiété sur le territoire russe. Nous sommes là dans la balkanisation préparée et souhaitée des Amériques sur le territoire syrien, qui aujourd'hui, la manne pétrolière est mise en mal parce qu'elle est contrôlée par ce qu'on qualifiait hier de terroristes, mais aujourd'hui des démocrates. Et donc, naturellement, la Russie est confortée dans sa lutte, elle est confortée dans l'objectivation de ses missions et elle est confortée dans la mesure où la scène internationale est mise à mal dans les grilles de lecture qu'on peut tenir aujourd'hui, parce qu'elle ne sait plus quel vocabulaire amélioratif utiliser pour embellir la situation dans laquelle elle s'est mise toute seule. Et donc, la Russie, ayant conforté ses positions sur le continent africain, ses positions au Moyen-Orient, raffermir ses relations avec l'Iran, et l'Inde, j'en passe, montre que la multipolarité a quelques failles, parce que est inféodée par des pays qui n'ont pas en vision cette multipolarité-là. Mais les objectifs de guerre que s'est fixé sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire lutter contre le néonazisme, éviter que l'Ukraine bascule, n'est-ce pas, dans la neutralité voulue, l'Ukraine doit être respectée, et naturellement affirmer les positions russes partout où il le sera, c'est-à-dire conforter la respectabilité du Russe sur la scène internationale. Aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Le président Donald Trump ne peut pas se permettre de traiter un Poutine comme les États-Unis avaient eu à traiter Mikhail Gorbatchev avec la perestroïka, qui a simplement accepté allégeance à l'idéologie capitaliste. Alors aujourd'hui, nous sommes revenus à des valeurs, la défense des valeurs telles que l'Europe adore. Et donc, le président Poutine défend quelles valeurs et le président Donald Trump défend quelles valeurs. Il se rend compte au niveau de l'application orthodoxe de la Bible, j'ai envie de dire, et donc il conforte l'idée que la famille est quelque chose de fondamental. Or, dans le discours occidental, on a un ensemble de valeurs qui nie la procréation, par exemple, qui nie n'est-ce pas, l'émergence de quelque chose de fondamental qui aiderait à éduquer le citoyen pour un avenir dans la tolérance et j'en passe. Et donc, vous voyez que le président de Poutine en Ukraine a fait miroiter au-delà de l'objectif qu'il a fixé sur le territoire. Il a fait miroiter à certains citoyens du monde les orientations que le monde devrait avoir contrairement à ce que nous avons aujourd'hui. Et donc, ces objectifs sont, pour ma part, atteints sur le plan psychologique, sur le plan perceptif, mais sur le plan militaire, c'est en cours. Il doit défaire, j'ai envie de dire, comme il a promis, l'armée ukrainienne. Pour finir, l'actualité oblige. En Syrie, Bachar el-Assad a quitté le pouvoir. La Russie étant son allié, ayant également une base en Syrie, n'a pas réagi, a plutôt offert l'asile au chef de l'État syrien, laissant place aux combattants guerriers des troupes terroristes
et de la région, est-ce que la Turquie, qui est toute proche, ne subira pas euh, des attaques incessantes des rebelles qu'elle a elle-même armés? Je vais pas être très long sur cette question. Je vais tout simplement dire que la Turquie est l'un des États qui ne sait où se mettre. Elle est soit dans une idéologie polarisante, c'est-à-dire Mhm. affiliée avec les États-Unis, soit de temps en temps elle fait la fine bouche avec des idéologies multipolarisantes, ou ses intérêts, quand ses intérêts sont quelque peu étiquetés au niveau des États de l'Union européenne, elle fait la fine bouche avec la Russie, la Chine, et j'en passe. Dès qu'elle sent que ces relations vont bon train parce que une négociation a eu lieu, elle se rebiffe et dit à la Russie, j'ai pas envie de continuer avec toi parce que je me sens bien au sein de l'État. Mhm, Et mhm. donc, vous voyez que cette posture-là n'aide pas à, à faire une analyse claire de ce que la Turquie aimerait comme orientation idéologique pour le monde. Mhm. J'entends. Et donc, euh, les rebelles qu'elle a armés, avec l'aval de la Turquie, l'aval des États-Unis, il y a eu des compromis, naturellement. Est-ce que les Kurdes vont créer leur territoire isolé, reconnu par la communauté internationale? Mhm. Aujourd'hui, avec l'aide que la Russie a apportée aux États-Unis et à Israël, je pense que cette question elle est close. Les Kurdes, à mon sens, n'auront plus de territoire à revendiquer sur Mhm. euh, quelques territoires que ce soit. Ils n'auront plus qu'à se confondre Mhm. dans une masse pour essayer de vivre humainement, le plus humainement possible. Mais sinon, la Turquie, à mon sens, est un État qui recherche ses intérêts, qui recherche le moyen d'atteindre ses intérêts, et qui Mhm. implique tout simplement des activités pour atteindre ses intérêts, sauvegarder ses intérêts ou bien conquérir de nouveaux intérêts. Et donc, c'est un État opportuniste, comme on a envie de dire. Et donc, il y a que l'avenir qui nous dira comment est-ce que la Russie va continuer à travailler avec cet État-là qui a livré des drones de conflit avec l'Ukraine, qui a livré des drones pour que l'Ukraine bombarde les chars russes, qui, au milieu du conflit, a retrouvé une certaine amitié avec la Russie pour euh, le transit des marchandises, parce que Mhm. la Russie avait essayé de bloquer le transit des marchandises, ce qui fragilisait Mhm. l'économie Les turque, céréales, et notamment les céréales. se sont encore entendus à ce moment-là, Mhm. jusqu'à ce que le conflit aujourd'hui, c'est en tant que Bachar al-Assad, soutenu par la Russie, l'Iran, j'ai oublié où l'Irak, je sais pas trop. Et donc, tout ça, la Turquie recherche ses intérêts. Donc, elle ne peut que faire ce qui conforte ses positions dans Cette zone. cette zone-là. La Turquie est à business. On verra si dans la région il n'y aura pas de conflits majeurs qui surviendront. C'est ici que s'achève cette émission de géopolitique. Nous vous donnons rendez-vous pour de prochains numéros. À très bientôt.